Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Les spécialistes vous répondent. Alors normalement on devait parler ce soir des apports de la science, mais vous avez tellement de questions sur la vaccination et les variants que nous avons inversé. Donc aujourd'hui nous allons parler des variants et des vaccins et demain nous parlerons des traitements et des apports de la science. Donc pour commencer ce soir on va directement dans le sujet parce que la conversation va être, je pense, très intéressante pour vous. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Gordien qui est virologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir, s'il vous plaît? Écoutez, c'est très simple. Je suis chef du laboratoire de virologie de l'hôpital Avicenne et notre activité depuis 2 ans est tournée autour de la Covid-19 et de ce fameux virus, le SARS coronavirus de type 2. Et donc, et en plus, je suis donc petit de Pont-Louis, en Guadeloupe. Et évidemment, je suis en contact permanent avec non seulement les collègues, les confrères, mais avec la famille, les frères, cousins, cousines, tantes, oncles, etc. Et si vous voulez, j'ai voulu, surtout quand je vois tous les fake news qui circulent, comme on dit, sur les réseaux sociaux, y compris dans ma propre famille, je pensais qu'il était utile que j'apporte un petit peu l'expérience que je peux avoir dans ce domaine. Et en particulier, apporter des informations. Pour donner un exemple à la population, simplement, il faut savoir qu'il y a plus de 174 000 travaux de recherche qui ont été faits et qui sont publiés dans les bases de données. Et je me dis que je suis certain qu'aucun internaute n'a lu un seul de ces 174 000 articles. Et c'est pour ça que je suis là, pour essayer d'apporter un petit peu les choses que je connais. Et pareil, je suis chercheur dans le domaine de la virologie. Je connais bien les ARN. Je travaille beaucoup sur des virus ARN. Je sais les produire, donc je pense que ça peut avoir un intérêt de parler directement à ma population sur ces questions. D'accord, merci beaucoup pour cette information. Avec vous, le professeur Raymond Césaire qu'on a déjà reçu et qui va nous parler des coronavirus et de leur variabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce Covid, s'il vous plaît? Oui, alors tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de participer à cette émission avec mes collègues Emmanuel Gordien et Georges Dos Santos. Nous travaillons ensemble dans nos laboratoires respectifs depuis près de 30 ans sur ces virus. Alors, les coronavirus, eh bien, c'est une famille de virus. Il y a le SARS coronavirus de type 2 qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est une vaste famille de virus, les coronavirus, il y en a d'autres. Et ces virus sont présents dans la nature. Ils sont présents notamment chez les chauves-souris qui constituent, on le sait, le principal réservoir de coronavirus. Et le SARS coronavirus de type 2, finalement, nous a été transmis en provenance de ce réservoir naturel que sont les chauves-souris. Les circonstances ne sont pas complètement élucidées, mais c'est quelque chose qu'on appelle une émergence. Donc un passage à l'homme, c'est quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps en virologie. Alors, ces coronavirus, pour introduire finalement la problématique des variants et la question de la vaccination, ces coronavirus sont des virus à ARN. Il y a des virus à ADN et il y a des virus à ARN. Donc là, il s'agit de virus à ARN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur génome est constitué d'un ARN, et cet ARN va coder les différentes protéines qui constituent le virus, quand ce virus va se multiplier, quand il va se répliquer. Qui dit virus à ARN dit virus variable, à savoir, et c'est très connu pour ce type de virus, ce sont des virus qui évoluent, qui mutent, qui s'adaptent. Et quand on parle d'un passage de la chauve-souris à l'homme, il y a eu évolution, il y a eu adaptation à l'homme, et c'est un virus qui a appris à se transmettre très efficacement d'homme à homme. Il est aujourd'hui devenu très contagieux. Autre élément, donc, c'est que cet ARN est entouré d'une capside, d'une coque, et autour de cette coque, il y a une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y a une protéine qui est une protéine clé, qui est la protéine Spike. Alors Spike, c'est pour protéine une spicule, c'est une pointe. Cette spicule, ces spicules qui, enchâssées dans l'enveloppe du virus, lui donnent cet aspect en couronne quand on l'observe en microscopie électronique. Alors les virus extrêmement petits
c'est de l'ordre de 10 fois plus petit qu'1 millimètre, donc on ne les observe qu'à l'aide de microscopes électroniques. Et il y a cet aspect en couronne qui est donné par cette protéine. Cette protéine spike, elle est très importante parce qu'elle constitue la clé pour le virus, la clé d'entrée dans nos cellules. Elle est capable de s'attacher à une molécule qu'on appelle ACE2, peu importe, c'est le récepteur du virus, et cette molécule, ce récepteur, il est à la surface des cellules qui tapissent nos poumons, qui sont présents, il est présent également à la surface des cellules de l'intestin, de différents tissus de l'organisme, des vaisseaux, du cœur, du rein. Donc c'est la raison pour laquelle ce virus a cette capacité à entrer dans nos tissus, et en particulier à infecter notre arbre respiratoire, à descendre jusque dans les poumons et créer malheureusement dans un certain nombre de cas des formes sévères d'infection. Donc ça, c'est un élément clé qui est aujourd'hui bien connu des scientifiques. C'est important de parler de cette protéine spike, puisque comme l'expliquera Emmanuel Gordien par la suite en expliquant les vaccins, eh bien, elle est ciblée par les vaccins, parce que ces vaccins visent à nous faire fabriquer des anticorps pour bloquer cette protéine spike et pour bloquer le virus. Si nous ne sommes pas protégés par ces anticorps, eh bien, on peut dire que rien ne peut vraiment arrêter le virus, si ce n'est au bout de 2 semaines l'apparition d'anticorps fabriqués par notre organisme, mais bien souvent trop tard. L'objectif de la vaccination, c'est de faire fabriquer ces anticorps plus tôt. Donc, pour revenir donc à ces virus à ARN, donc de leur variabilité, eh bien, naissent les variants. Depuis le début de la pandémie, il y a eu de nombreux variants. Et je pense que le docteur Georges Dos Santos pourra nous parler plus précisément de ces différents variants, de la façon dont on les surveille, de la façon dont on les identifie. Merci beaucoup. Alors, docteur Georges Dos Santos, bonsoir. Alors, vous êtes du laboratoire de virologie au CHU de Martinique et vous vous occupez justement de la surveillance des variants aux Antilles. Comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Docteur Dos Santos, est-ce que vous nous entendez? Il n'a pas mis son micro, je crois. Activez votre micro, peut-être. Excusez-moi. Voilà, vous m'entendez là? Oui. Ah, ok, parfait. Juste un petit point, donc je suis au laboratoire de virologie du CHU de Martinique, où on s'occupe depuis plus de 20 ans de la surveillance des virus. Alors, on surveille en particulier, nous avons développé une longue expérience de surveillance des mutations chez 2 types de virus, essentiellement le virus donc, du VIH, qu'on connaît bien, et puis aussi de l'hépatite C. Donc on a acquis une grosse expérience à un tel point qu'on est aujourd'hui laboratoire de référence pour l'OMS, pour ce type de surveillance qu'on appelle surveillance de résistance du VIH aux antirétroviraux. Mais bon, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Mais les techniques qu'on a développées, qu'on a mis au point, qu'on a acquis, sont celles que désormais on utilise pour surveiller la présence de variants coronavirus, puisqu'on va appliquer exactement les mêmes méthodes, à savoir des méthodes de laboratoire qui consistent à séquencer le génome du coronavirus chez les patients. Alors, comment est-ce que l'on procède? En fait, on utilise au départ exactement le même prélèvement, c'est-à-dire le prélèvement qui a été utilisé pour le dépistage, on l'utilise, on en récupère un petit peu, on fait une RT-PCR du même style que celle qui est utilisée pour le dépistage. Puis après, on fait un petit peu, je vais dire, de cuisine de laboratoire, ce qui nous permet d'obtenir, va nous permettre d'obtenir la séquence de régions particulières du virus ou de son intégralité. Alors ici, à Fort-de-France, on est plutôt spécialisé dans du séquençage ciblé, pas dans son intégralité. On n'a pas encore développé toutes les techniques nécessaires à cela. Lorsque c'est nécessaire, c'est envoyé en métropole. Mais on peut, et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année, on séquence les virus, et on séquence les virus à la fois pour la Martinique et pour la Guadeloupe lorsque c'est nécessaire. Donc, ceci nous a permis donc de mettre en évidence très tôt en fait la présence de différents variants au cours de l'année,
On a commencé l'année avec, je vous rappelle, on parlait de variant anglais, donc qui est là lorsqu'on a commencé vraiment à parler de variant pour le coronavirus. C'est ce variant qui est apparu au cours de décembre l'année dernière, qui a été identifié en Écosse au cours du mois de décembre et qu'on a vu après se répandre et se substituer au coronavirus initial. Et donc là, on a commencé ici à détecter ce virus aussi à partir du mois de janvier ici en Martinique et en Guadeloupe. Alors, la stratégie, elle est fondée, en fait, c'est une stratégie donc, qui est développée par le gouvernement donc, pour surveiller les variants. On a introduit ce qu'on appelle des tests de criblage. C'est-à-dire qu'après la RT-PCR, on va cribler, on va rechercher de façon très spécifique certaines mutations. Parce que ces mutations permettent de savoir très rapidement si on a affaire potentiellement à un variant ou pas. Alors, vous avez beaucoup, on parle maintenant aujourd'hui beaucoup de ce qu'on appelle le variant Delta, qui a la propriété de se répliquer de façon plus abondante et donc d'être plus transmissible que ceux qui étaient là auparavant. Alors, le variant Delta, comment est-ce qu'on a décidé de le rechercher rapidement ? Eh bien, il a été choisi de chercher à savoir sur chaque échantillon positif qui arrive dans les laboratoires, on regarde si cet échantillon présente une mutation, ce qu'on appelle une mutation, donc un changement dans le génome, et bien particulier qui s'appelle L452R, donc ça c'est du jargon. En fait, ça veut dire que l'on regarde si la leucine située en position 452 sur cette fameuse protéine spike a été changée ou pas en arginine R. Et ceci, c'est une indication potentiel variant de type delta. Pour confirmer cela, on va séquencer le virus et on va retrouver ici tout un panel de mutations. Et ce panel de mutations permet de définir le virus comme un variant de type delta. Cette variation, on avait déjà observé auparavant de temps en temps ce type de mutation 452, mais le reste des mutations qu'on observait à côté ne correspondaient pas à du variant delta. Donc aujourd'hui, en Guadeloupe, vous avez clairement une épidémie à variant delta. Je crois que c'est plus de 98% des PCR qui donnent une mutation de type L452. Et lorsqu'on les séquence, eh bien, on complète le panel de mutations pour être sûr qu'il s'agit bien d'un variant delta. Alors, depuis le début de l'année, on a fait cela de façon très systématique. Et ça, c'est, c'est une obligation nationale. Ça a lieu dans tous les territoires de France. Tous les mardis, il y a un échantillonnage des prélèvements positifs qui sont sélectionnés pour être envoyés sur des centres spécialisés en métropole, ce qu'on appelle des centres nationaux de référence, qui vont réaliser des séquençages intégral sur ces prélèvements pour qu'on ait une idée de tout ce qui se passe un peu partout. Donc, en particulier en Guadeloupe et en Martinique, on va ainsi avoir des réponses sur les variants qui sont présents. Et parallèlement à côté de cela, on pratique de façon encore plus exhaustive la recherche de mutants par séquençage au niveau de notre laboratoire ici en Martinique, lorsqu'on a une raison ou une autre de suspecter la présence d'un variant. Par exemple, on va avoir un patient qui va être extrêmement malade, avoir une atteinte très très grave, très rapide, pour essayer d'anticiper éventuellement la présence d'un nouveau variant éventuel. On va rapidement regarder si ce patient a, par exemple, le delta ou ce qu'on appelait avant le variant anglais alpha. Donc, on a des moyens de réponse, ce que j'appelle la force de réaction rapide, qui est ici en Martinique et qui permet de répondre aux besoins de la Martinique et de la Guadeloupe en termes d'identification rapide de variants, suite à d'abord en premier lieu de criblage, puis séquençage. Et après, si besoin est, on complète cela par ce qui est les grosses machines et la force de frappe très lourde qui existe en France. Et pour le moment, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, nous sommes avec le docteur Emmanuel Gordien. Bonsoir. Alors, vous êtes de Port-Louis et en ce moment, vous travaillez au laboratoire de virologie de l'hôpital Avicenne à l'université Sorbonne Paris-Nord. Est-ce que vous pouvez, parce que vous êtes virologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît, avec cette histoire de Covid ? Oui, écoutez,
Mais pour moi, j'appelle ça une catastrophe, dans la mesure où c'est un virus qui se transmet extrêmement facilement, hein, dans l'air. Il contamine l'air par voie aéroportée comme ça, et on l'attrape très très facilement. Et le problème, c'est que, et ça a été ma grande crainte pour nos pays, Guadeloupe, Martinique, hein, parce que j'ai la faiblesse d'être de par lui, comme je le dis souvent, c'est ces comorbidités que nous avons qui font que justement nous présentons justement les récepteurs dont parlait tout à l'heure le professeur Césaire, nous en avons plein. Et du coup, ça fait que le virus, il est tranquille pour s'installer, pour se développer, d'autant qu'il n'y a pas de moyen de le freiner, il n'y a pas de vaccination. Et donc, c'est ça le problème majeur à mon sens, c'est que si on peut ne pas l'attraper, il ne faut pas attraper ce virus. Alors, comment ne pas l'attraper ? Eh bien, toutes les recherches qui ont été faites, je parlais de 174 000 projets d'études qui ont été faits, ont permis de savoir que justement cette protéine spicule dont parlait tout à l'heure le professeur Césaire, c'est elle qui permet de s'attacher justement et de pénétrer dans nos poumons, dans nos intestins, dans notre cœur, il ne faut pas l'oublier, donc dans différents tissus, dans différents organes de l'organisme, et ça va entraîner tout de suite une grosse réaction de défense de l'organisme. Mais cette réaction de défense, dans un premier temps, elle n'est pas très bonne. C'est ce qu'on appelait l'orage. C'est comme s'il y avait un cyclone inflammatoire qui se passait dans nos poumons et qui détruit tous nos poumons. Alors, le problème, c'est qu'on sait maintenant de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a que 2 ans qu'on connaît ce virus. Il n'y a que même pas 2 ans. C'était décembre 2019. Il n'y a pas encore tout à fait 2 ans. On ne sait pas tout. On travaille beaucoup. On essaie de comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, on a compris une chose. Comment s'attache ce virus ? Il faut l'empêcher de s'y attacher. Alors, notre organisme possède de façon naturelle ces défenses. On appelle ça le système de défense immunitaire. Il y a 2 voies, grosso modo. La première, c'est on fabrique tout de suite, tout le monde a des globules blancs, on sait que ce sont les globules blancs, en particulier, ce qu'on appelle les lymphocytes, des globules blancs particuliers, qui peuvent être des tueurs, qui vont aller tuer tout ce qui sera infecté par ce virus. Et c'est ça qui crée la réaction inflammatoire. Et deuxièmement, vous avez d'autres lymphocytes encore spécialisés qui vont faire des anticorps. Et ceux-là, ils sont intéressants parce que c'est ceux-là qui vont bloquer justement la fixation du virus au niveau de ce spicule dont on parlait tout à l'heure. Donc, si vous voulez, et toute la question, c'est de savoir comment s'y prendre pour faire ces vaccins. Parce qu'il y a une question aussi que je voudrais qu'on comprenne bien. Tous les anticorps que nous fabriquons ne sont pas forcément neutralisants, ne bloquent pas forcément le virus. Prenez l'exemple du VIH, le sida. Les gens qui sont positifs en anticorps, ils sont positifs, pourtant ils n'éliminent pas le virus. On ne sait pas éliminer ce virus de l'organisme. D'ailleurs, on ne sait éliminer pratiquement aucun virus de l'organisme. Oui. À part l'hépatite C. Donc voilà, c'est pour vous dire simplement que ça peut être extrêmement compliqué de comprendre comment faire, et c'est là où la vaccination justement va apporter, va entraîner notre système immunitaire à fabriquer des anticorps dirigés contre cette spike-là, contre ce spicule, et c'est ces anticorps-là qui vont bloquer. Et alors, c'est très important vraiment d'avoir en amont ces anticorps chez soi, parce que le jour où vous allez attraper ce virus, eh bien là, vous aurez déjà les moyens de défense, et c'est là, et c'est comme ça que vous allez le neutraliser. Alors, vous avez entendu qu'il y a beaucoup de polémiques sur ces histoires de vaccination. Là, par exemple, je vais vous poser une question au sujet d'Israël. Là, on entend parler de 4e dose. Comment vous pouvez expliquer ça, le fait qu'ils fassent refaire des doses ? Est-ce que c'est pas plutôt au laboratoire d'adapter le vaccin de manière à ce qu'il puisse cibler le virus Delta, par exemple ? Écoutez, je suppose que vous êtes vacciné, vous aussi. Et vous connaissez des coques polio obligatoires et vous savez très bien qu'on vous fait des rappels. C'est quoi le rappel ? On sait très bien que quand on entraîne votre organisme à faire des anticorps, ceux-ci vont diminuer au cours du temps. Et le rappel qu'on vous fait justement, c'est pour vous permettre de réactiver justement votre système immunitaire. Vous dites, rappelle-toi, système immunitaire, que tu connais ce virus-là, il faut l'attaquer quand il arrive. Donc la question posée aujourd'hui, c'est quel est le schéma vaccinal optimal qu'il faut faire ? N'oubliez toujours pas ceci, il n'y a que 2 ans, même pas qu'on connaisse ce virus. Donc, la question posée, c'est on vous fait une première injection. Après cette première injection, vous n'êtes pas encore protégé. Il faut bien comprendre ça. On vous fait une 2e injection. Il faut savoir que c'est 1 mois après cette 2e injection que vous avez le taux d'anticorps maximum chez ceux qui répondent. Parce que là aussi, quand on vous dit qu'un vaccin a 90-95% d'efficacité,
Ça veut dire que 95% des gens seront capables de faire des anticorps à un niveau suffisant pour vous défendre. Ça veut dire qu'il y a 5% qui ne le feront pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et d'ailleurs, l'expérience que nous avons dans notre laboratoire, c'est que nous avons tous les gens vaccinés. Nous testons les anticorps chez ces personnes-là. Nous passons par exemple, pour vous donner un exemple, nous passons chez certains qui ont 100 unités arbitraires à ceux qui en ont plus de 40 000. Donc, vous voyez que ça varie d'un individu à l'autre. Nous ne sommes pas égaux devant la maladie, nous ne sommes pas égaux en biologie. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, par exemple. C'est exactement le cas. Et c'est pour ça que ce qu'il faut se dire, c'est que pour justement avoir un schéma vaccinal complet, on a besoin justement de toutes ces études qui sont faites, il y en a beaucoup, on a besoin, et c'est à partir de cela qu'on va s'adapter pour savoir est-ce qu'il faut une dose, 2 doses, un rappel 1 an après, un rappel 2 ans après. Je prends l'exemple, moi je voulais aller à la Guyane, je ne peux pas aller en Guyane parce que mon vaccin contre la fièvre jaune, il est périmé, c'est 10 ans. Donc je dois me revacciner contre la fièvre jaune pour aller en Guyane, par exemple. Par exemple, la grippe, je me vaccine tous les ans contre la grippe. Parce qu'on sait très bien qu'un vaccin contre la grippe cette année n'est pas efficace l'année d'après, il faut se revacciner l'année d'après. Je ne sais pas si nous arrivons à un schéma comme ça avec ce coronavirus, mais il faut qu'on comprenne vraiment que c'est l'expérience, ce sont les études scientifiques, ce sont les essais que l'on fait comparer qui nous permettent de savoir que c'est cette méthode-là qui est la meilleure que celle-là. Est-ce que je peux répondre à votre question ? Alors d'accord, vous dans votre laboratoire, vous testez les anticorps. On sait que la vaccination fonctionne est plus bénéfique en fonction de l'âge. Par exemple, on sait que le Covid attaque plus les personnes plus âgées. Il y a des études qui sont sorties expliquant par exemple que plus on a un âge élevé et plus on va développer des formes graves. Dans ce cas, pourquoi ils essayent de vacciner absolument tout le monde et ne pas se concentrer sur les personnes les plus âgées ? Alors en fait, c'est ce qu'on pensait au début. Vous savez, on connaît les coronavirus, le corona de type 1, on le connaît, le MERS corona, qui est le corona du Moyen-Orient, on le connaît, il y a d'autres coronas, c'est une famille qu'on connaît. Oui, j'ai été regarder les anciens chiffres. Alors, bien sûr, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que justement, on pensait que c'était les personnes âgées, comme tous les virus de type grippaux, qui seraient les plus touchés. Et c'était vrai. Et on les a vaccinés massivement. Vous savez que 10 000 à 15 000 personnes chaque année meurent de la grippe en France. Oui. Donc on s'est dit, on va protéger les EHPAD et les personnes âgées, mais ce qui se passe, c'est que le virus a continué à se développer. Et justement, les variants qui apparaissent sont de plus en plus adaptés. Et on sait maintenant qu'ils n'infectent pas seulement les personnes âgées. Les personnes âgées maintenant sont protégées parce qu'elles sont vaccinées. Et c'est justement les personnes plus jeunes qui sont infectés. Notamment, on nous a parlé ce matin, il y a eu 419 cas à la Guadeloupe en 2 jours, la plus jeune 36 ans, la plus vieille 97 ans. Donc vous voyez bien qu'au contraire, les virus s'adaptent et aujourd'hui, toutes les populations, et en particulier les populations jeunes, même sans comorbidité, sont sujettes effectivement à une infection qui peut être très grave, qui les amène à la réanimation. Oui, là vous parlez aussi pour les Covid longs. On voit qu'il y a de plus en plus de Covid longs sur nos territoires. Alors, le Covid long, c'est encore un autre tableau qu'on découvre petit à petit. Et vous savez, l'un des signes importants qu'on connaît moins, c'est les problèmes psychiatriques. C'est les problèmes aussi de concentration. Les gens qui sont atteints par ce Covid long sont incapables de se concentrer. Il y a beaucoup de cadres comme ça qui sont incapables de se concentrer, de travailler. Et là, ils essaient de mettre ça comme maladie professionnelle. Et bien ça, il y a un sujet là, justement, qui est posé, mais qui sort du champ de la médecine, mais en fait, qui est la question de la prise en charge des gens. Mais le Covid long, c'est vraiment une entité qui est de plus en plus reconnue et qu'il faut effectivement savoir connaître. Par exemple, la perte du goût, la perte de l'odeur. Ce sont des signes au début qu'on ne connaissait pas bien. On pensait qu'à la toux, qu'à la fièvre, qu'à les syndromes grippal classiques, douleurs musculaires. Mais il y a aussi maintenant, on sait qu'il y a la perte du goût, la perte de l'odorat. Ce sont des signes importants et qui peuvent persister longtemps après. Et ce qu'on sait de plus en plus, c'est que même ceux qui font des formes asymptomatiques, donc sans signes cliniques, peuvent, au cours de la maladie, justement, développer des Covid longs, avec des problèmes pour marcher, ce qu'on appelle des polynévrites, avec des problèmes musculaires, etc. Donc c'est vrai que quand on peut ne pas l'attraper, il ne faut pas attraper ce virus.
D'accord, alors j'ai une autre question toujours par rapport à toutes ces histoires de variants et de vaccination. On entend beaucoup parler de soins, de traitements une fois que la personne arrive en réanimation. La question que les gens se posent, c'est pourquoi est-ce que les gens ne sont pas, on n'essaie pas de les soigner plus tôt avant qu'ils arrivent en réanimation? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des expériences différentes en Martinique et en Guadeloupe, mais en tout cas, ce que moi je peux vous dire, c'est que souvent, les patients ont des signes, ils sont très faibles. Avec le premier variant alpha, ils rentraient plus tard dans la maladie parce que le virus était moins adapté, ils rentraient moins vite. Maintenant, ils rentrent beaucoup plus vite dans la maladie. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que l'évolution, elle est complètement inattendue et elle frappe sans dire comment elle va frapper la maladie. Le virus frappe sans savoir, il rentre dans une cible, il fait son mauvais travail et personne ne peut prédire qui va évoluer de bonne façon ou de mauvaise façon. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Et c'est pour ça que, alors on dit effectivement il faut prendre en charge les patients, mais quand le patient tousse un antitussif, quand il a de la fièvre, il va prendre... moi, quand j'étais petit, on me donnait des Zebafé, par exemple, pour la fièvre ou semaine contraire, des TPI, des têtes chez nous, ma mère nous donnait ça, ma tante, etc. Et ça, effectivement, ça nous faisait transpirer la nuit, et la fièvre passait. Mais on ne savait pas quel virus on avait à l'époque, mais maintenant on sait quel virus on a. On sait le dépister. Monsieur Don Santos a bien expliqué qu'on sait le dépister, mais très facilement. Et on sait aujourd'hui que c'est ça qui circule. Donc, raison de plus pour justement se dépister très vite. Il ne faut pas faire ce que font beaucoup de mes amis, en particulier des amis de Port-Louis, je leur lance un appel ici. Quand on sait qu'on est malade, il faut le dire. Il faut s'isoler. Il y a trop de gens qui sont malades et qui se baladent partout à la promenade, ils vont en barbecue, ils vont partout, ça c'est vrai. Absolument. Donc ça, c'est vraiment une question majeure aussi de responsabilité individuelle de se faire vacciner, mais aussi une responsabilité individuelle de se protéger et de protéger les autres. Oui, surtout si les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils restent au moins chez eux quand il y a un problème, effectivement. Alors, par contre, moi j'ai une question. Tout à l'heure, on parlait du Covid-1, le SARS-CoV-1. La planète, puisqu'il a infecté plusieurs pays, les Philippines, le Vietnam en même temps, la France, mais au niveau de l'OMS, ils ont réussi à le contenir. Qu'est-ce qui se passe avec le 2 et pourquoi ils n'arrivent pas à le contenir et pourquoi il mute autant? Mais écoutez, alors on commence à connaître beaucoup de choses sur ce virus, hein. On commence à connaître, mais on ne connaît pas tout malheureusement. Déjà, quand il va rentrer, on a parlé tout à l'heure de son matériel génétique, de son génome qui lui permet de se multiplier. On commence à comprendre comment il se multiplie. On commence à comprendre. Il a besoin justement d'utiliser les armes que nous avons, nous, pour se développer et se multiplier. C'est pour ça que c'est un virus. Il ne peut rien faire tout seul, il a besoin de nous. Mais pour avoir besoin de nous, il faut qu'il contourne les défenses qu'on va développer contre lui. Il faut qu'il mute justement pour échapper à notre pression immunitaire. Et le problème, c'est que quand il mute comme ça, il y a deux solutions. C'est ce qui est arrivé au SARS-CoV-1. Il a tellement muté qu'il est devenu TB, comme on dit chez nous. Il est devenu beaucoup plus faible. Alors que celui-là, au contraire, plus il mute et plus il se renforce. Et moi, ma grosse crainte, c'est que, n'étant pas vacciné, étant, comme je dis souvent, à doux moment chez nous, parce qu'il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucune pression contre lui, moi je crains qu'il y ait un variant antillais, un variant guadeloupéen, un variant martiniquais. Comme on a vu maintenant, il y a un variant en Colombie. Il peut être encore plus résistant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment prendre la dimension de l'importance du blocage de ce virus maintenant, tout de suite et fortement. D'accord. Alors, le docteur Dos Santos, vous vouliez rajouter des précisions? Oui, il y a plusieurs niveaux. Il y a quand même, si on parle d'intervention, on commence à avoir des moyens d'intervention chez certains patients en amont. Ce qu'on appelle les traitements par anticorps monoclonaux, qu'on commence à utiliser. Je pense qu'en Guadeloupe, on l'utilise. Oui, depuis mars, ils ont commencé. Là, on commence vraiment ce que j'allais dire à grande échelle, c'est mais bon, ça rentre dans un certain cadre. Il ne faut pas que le patient soit trop malade et ainsi de suite. Donc, il faut le dépister suffisamment tôt pour pouvoir lui administrer. Et en 8 jours, c'est terminé. Quand ça marche, c'est en 8 jours, vous n'avez plus de Covid. Moi, je vois les résultats. Vous avez une charge virale à l'initiation, enfin, ce qu'on appelle une charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présent dans l'organisme au moment où on commence à donner les anticorps monoclonaux. 8 jours après,
dans 95% des cas que j'ai vus aujourd'hui, il n'y a plus de charge virale, c'est fini, terminé. On n'en parle plus. D'ailleurs, Ça, c'est pour ça. Allez-y. Ça, c'est un aspect. Et un aspect sur lequel j'aurais voulu insister, c'est que le docteur Gordien a parlé des cas des personnes âgées, mais ce que l'on voit aujourd'hui, et justement aujourd'hui sont parus des résultats par le CDC aux États-Unis sur les enfants. Et chez les enfants aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont atteints, et ça, on l'a constaté ici. Moi, j'ai vu des enfants de 15 jours, j'ai le virus chez les enfants atteints de 15 jours, des nourrissons de 15 jours qui étaient infectés par le virus corona. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Et aux États-Unis, c'est très clair. Les chiffres du CDC qui sont parus aujourd'hui, les études qui sont parues aujourd'hui, montrent que les enfants sont infectés, et les enfants en bas âge, d'une part, et qu'il y a beaucoup moins d'enfants infectés dans les États où il y a les plus hauts taux de vaccination. C'est très clair. Tous les États où il y a un taux de vaccination supérieur à 60%, il y a beaucoup moins d'enfants infectés. Alors, il s'agit d'enfants en bas âge ou d'adolescents, moins infectés que dans les États où il y a peu de vaccination. Et grosso modo, aux États-Unis, là où il y a moins de vaccination, sont les États du Sud, d'accord, dans un contexte politique qui était les États qui votaient Trump. Et voilà. Et donc, qui a développé les mêmes arguments anti-vaccination qu'on peut aussi entendre ici en Europe. C'est dans les mêmes registres. Donc voilà, c'est à méditer. C'est que là où c'est vacciné aux États-Unis, aujourd'hui, on est sûr qu'il y a moins d'enfants atteints, et que là où il y a des faibles taux de vaccination aux États-Unis, eh bien, il y a plus d'enfants atteints. Ça, c'est une des conséquences. Donc pour vous, la vaccination, ce sera un outil comme les autres traitements, enfin comme ce que tout le monde utilise, enfin ce que les médecins sont en train de développer. Mais je pense qu'il n'y a rien, et on ne peut rien faire sans vaccination. Si on ne vaccine pas, on n'arrivera pas à l'éradication du virus. Le virus ne disparaîtra pas, parce qu'il trouvera toujours des niches où s'infiltrer. Alors on parle maintenant, et puis ça va à un point tel que je vais l'illustrer d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on commence à parler de ce qu'on appelle aujourd'hui du variant mu. Ça a l'air d'inquiéter tout le monde, le variant mu, donc ce variant colombien. Alors ça inquiète tout le monde, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne fonctionne pas dessus. Alors ça, il n'y a aucune data là-dessus. Ça, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne sur le Delta, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas sur le mu. Il est apparu dans une région où il y a peu de vaccins employés, c'est en Colombie. Très clairement, alors sans vouloir affoler les foules, on en a vu en Martinique. Moi, j'en ai séquencé 6 dès le mois de mai. J'ai rapporté la présence de 6 variants de type, alors ce qu'on appelle mu aujourd'hui, ça ne s'appelait pas mu à l'époque, ça s'appelle mu depuis la semaine dernière. Et à ce moment-là, il n'y en avait qu'à Aruba, il y avait eu 2 cas à Aruba et le reste aux Pays-Bas et en Colombie. Ça n'a affolé personne. En fait, les variants commencent à affoler les gens à partir du moment où ils sortent de l'endroit où ils émergent. C'est-à-dire que lorsqu'ils restent contraints dans ce qu'on appelle un variant communautaire, qui va être présent dans une petite communauté de malades, mais à partir du moment où il commence à se répandre, ça veut dire qu'il a un avantage sélectif par rapport aux autres qui sont déjà présents. Et cet avantage sélectif fait qu'il rentre en compétition et il finit par dépasser les autres. C'est ce qui s'est passé pour le Delta. En Delta, nous, en Martinique, on a commencé... En fait, on a une histoire un petit peu différente au terme d'épidémie de celle qui a eu lieu en Guadeloupe, On a commencé l'épidémie avec du alpha, un alpha un petit peu particulier, et qui a été au bout de 3 semaines, 4 semaines. En fait, l'épidémie est devenue une épidémie essentiellement Delta à partir de la fin juillet, début août. Mais auparavant, pendant tout le mois d'août, tout le mois de juillet, ce qu'on a vu, c'était essentiellement un virus de type alpha. C'est pas la même histoire en Guadeloupe. En Guadeloupe, vous avez eu une émergence très rapide du Delta. Donc, on a 2 épidémies un petit peu différentes qui aujourd'hui se ressemblent plus. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu, comme l'a dit le docteur Gordien, tout de suite, c'est devenu très grave et avec des patients très atteints, avec des formes compliquées à gérer et un peu inattendues par rapport au profil qu'on avait vu lors des vagues précédentes.
D'accord, alors merci pour ces informations. Nous, on va ouvrir la ligne si vous voulez poser vos questions sur les variants et les vaccins. N'hésitez pas à poser la question. Donc moi, j'ai une question pour vous. Comment ça se passe au niveau de tout ce qui est myocardite causé par la vaccination selon certaines marques? On a entendu parler des thromboses, par exemple pour AstraZeneca. Où ça en est et concrètement, est-ce que quelqu'un qui se fait vacciner a des risques de ce côté? Alors, moi, je peux déjà donner des éléments très, très simples, hein. Vous avez bien compris que la vaccination, on a choisi une région, mais alors une petite région de l'enveloppe du virus, dont on sait que l'organisme peut faire des anticorps pour bloquer l'entrée du virus. C'est ça le vaccin. En revanche, quand le virus rentre, mais tout rentre. Et je peux vous dire que non seulement tout rentre, mais il fabrique toutes les protéines dont il a besoin pour se développer et se multiplier. Donc c'est autant d'ARN, autant de protéines que vous avez qui vous infectent et qui sont responsables justement de ce qu'on vient de dire. On vous a expliqué tout à l'heure que le virus pouvait se fixer sur les poumons. C'est pour ça qu'on a du mal à respirer, sur les intestins, c'est pour ça qu'on a parfois des gastro, ça ressemble à des gastro-entérites, des formes diarrhée. Ils peuvent se fixer sur le cœur et entraîner effectivement ce qu'on appelle des cardiopathies, des myocardiopathies. Il peut se fixer sur d'autres régions et vous donner des troubles. Alors le problème du vaccin, c'est que la première chose qu'il faut se dire, c'est que tous les effets d'un vaccin se voient à court terme, de façon générale. On a une expérience des vaccins qui date de plus de 100 ans, 200 ans. Les vaccins, on sait, mais il n'y a aucun vaccin qui ne vous donne pas un petit peu de fièvre, une douleur au point de piqûre, parfois des nausées, certains ont même des diarrhées, certains ont même parfois des palpitations. On se souvient du BCBG, les gens restaient malades 10 jours. Ouais. Mais écoutez, moi quand j'étais petit, on appelait ça ZLKC, on nous donnait des piqûres avec du sérum de cheval. Et on le donnait dans l'épaule et on restait une semaine malade. Et tous les enfants, on tournait le bras comme ça, on l'appelait ZLKC à l'époque quand j'étais tout petit. Les plus anciens se reconnaîtront dans cette expression ZLKC. Eh bien, on sait très bien pourquoi. Parce que quand on vous donne un étranger, le vaccin c'est un étranger qu'on vous donne, et on vous le donne volontairement pour que vous fassiez justement des moyens de défense contre cet étranger. Et ces moyens de défense seront déjà là le jour où le virus va venir entrer chez vous d'une façon ou d'une autre. Vous saurez déjà qui il est, et vous saurez pour vous défendre, et dans les 24 à 48 heures, vous allez éliminer ce virus. Donc, les effets secondaires des vaccins, ils sont connus, ils sont totalement connus. Par exemple, les allergies. Mais écoutez, vous avez déjà été piqué par un mille-pattes? Ou avoir votre pied monté, grossir comme ça? Vous avez déjà été piqué par un moustique, tout simplement? Mais c'est exactement la même piqûre. Une guêpe, c'est exactement la même chose. J'ai déjà vu des gens aller en réanimation après des piqûres de guêpe, parce qu'ils font des réanimations. Ces questions-là, on les connaît, mais alors parfaitement. Il suffit, s'il y a un souci, votre médecin traitant vous fait une piqûre toute simple d'adrénaline et tout ça, c'est réglé au niveau. Alors, évidemment, il y a des cas beaucoup plus graves qui peuvent arriver. C'est ce que des gens ont décrit. Mais quand je reprends les principaux articles, pour faire cette émission, j'ai relu tout ce qui a été dit sur les vaccins. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui aiment beaucoup Internet à aller sur le site de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Vous avez pour tous les vaccins des figures qui vous donnent tous les effets secondaires que vous pouvez avoir. Et la chose que je dis, et qui était extrêmement importante, c'est la phase 4 de la vaccination, qui est la phase de la pharmacovigilance. On va suivre des personnes vaccinées pendant très longtemps. On fera remonter tous les incidents qu'on a pu observer chez les gens. Mais je vous dis une chose, même quand il n'y a aucune preuve formelle que c'est le vaccin qui est responsable, la NSM range ce problème-là comme étant un problème possible. Donc voyez-vous, c'est-à-dire qu'on va très très loin en disant par exemple, je prends l'exemple d'AstraZeneca, vous en avez parlé. Il y a des thromboses qui ont été remarquées, mais je vous dis que le virus lui-même, non seulement il fait des thromboses, oui, il crée des thromboses, oui. Et il fait une série de troubles hémorragiques au point que la prise en charge des patients, il y a d'emblée des anticoagulants pour qu'il n'y ait pas de thrombose. C'est pour vous dire que c'est un fait lié à ce virus-là. Eh bien, AstraZeneca, quand on a vu qu'il y avait, que les thromboses avaient été décrites, on a dit qu'est-ce que c'est ça? On a arrêté le vaccin, on a analysé l'ensemble des données,
Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus de thromboses liées à la vaccination que dans la population générale, on a dit qu'on peut reprendre l'utilisation d'AstraZeneca. Et je crois que c'est ça qui est sage. Quand on a un doute, et c'est ça le rôle des scientifiques, c'est de dire attention, là, nous avons vu une question, il faut arrêter. Et on arrête tout de suite. Et c'est ça que je veux faire comprendre, qu'il y a des gens dont c'est le job. Moi, je travaille sur les virus depuis, ça va faire 30 ans que je travaille sur les virus ARN en particulier. Je suis spécialiste, je suis responsable d'un centre national de référence d'un virus ARN. Et donc, on sait comment ça fonctionne. C'est notre travail au quotidien. On vit de ça, on enseigne, on forme des médecins, on forme des étudiants, on forme des chercheurs sur ces questions-là. On demande simplement de nous faire confiance. Et c'est pour ça que je me suis prêté justement à cette opération. C'est pour apporter aux gens un minimum d'éléments de comment les choses se font. On ne met jamais un produit sur le marché s'il passe pas par des étapes extrêmement précises, extrêmement codifiées, et surtout, s'il n'y a pas des équipes de chercheurs qui vont contrôler les publications scientifiques qui sont faites, et même parfois demander aux chercheurs de nous donner les éléments pour que le laboratoire qui contrôle puisse lui aussi refaire les expériences et prouver que ça marche effectivement. D'ailleurs, il y a des publications scientifiques qui ont été faites et qui ont été retirées, parce qu'à l'analyse plus profonde, on s'est rendu compte qu'il y avait des failles. Je crois que c'est important qu'on dise ça aux gens pour comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi, on les fait en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit, ce qu'on apprend, et le virus nous apprend beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a un premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, je tiens à dire que je suis vacciné d'une dose, donc aucun anti-vaccin ni quoi que ce soit. Sauf qu'à chaque étude, il y a une contre-étude. Et c'est là où les médecins, enfin toute la communauté spécialiste font souvent erreur. À chaque étude, il y a des contre-études, il y a des données qui viennent interagir et interférer avec ce qui est dit. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que par exemple, ce matin, il y a une étude qui est tombée comme quoi le vaccin ne serait pas efficace contre le variant Delta. Pour l'instant, on ne parle pas encore une étude au Michigan qui a été menée qui dit que oui, pour l'instant, poussée de cas, enfin voilà quoi, ça repart en confinement aussi là-bas. Donc, c'est bien joli de vouloir rassurer, mais il faut également prendre le temps, un certain recul, d'écouter certains arguments et de dire que ils n'ont peut-être pas tort sur toute la ligne. Il faudrait peut-être aussi écouter ce qu'ils disent ou regarder autre part. Israël, la même chose. On rappelle pour la 4e dose. Donc, c'est bien joli de dire que oui, c'est vérifié et tout, et qu'on a une chaîne du médicament qui est extraordinaire en Europe. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut également prendre du recul, écouter un peu les études qui viennent contrarier ce que la communauté scientifique dans son ensemble veut faire entendre. Et quand politique et médicaments se rejoignent, ça ne fait jamais bon ménage. La preuve, on en est aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez de cet état? Et c'est vrai qu'on a entendu le ministre de la Santé sur le plateau de C'est à vous, qui répondait à la question de la perte de protection par rapport à la vaccination sur le variant Delta, même s'il disait que c'est quand même mieux d'être vacciné parce que même avec cette perte, il y a quand même une très grosse protection sur les formes graves. Est-ce que vous lisez les études contraires et est-ce que vous examinez pour voir quelles sont les évolutions ou les rectifications qu'il faudrait faire? Très clairement, je peux confirmer, justement, ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre travail quotidien. Et je dirais depuis des années, je pense que Emmanuel Gordien a tout à fait raison quand il dit que il faut aussi écouter nos spécialistes et il en est la meilleure illustration, puisqu'il dirige un centre national de référence en virologie, donc à l'hôpital Avicenne. Georges Dos Santos fait partie aussi de ces spécialistes et Emmanuel Gordien l'a dit, il y a eu 175 000 articles qui ont été publiés sur le Covid-19. Et c'est extrêmement complexe et il faut pouvoir faire la part des choses et il faut pouvoir analyser ce contenu scientifique. Ça fait partie du débat scientifique. Et il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui le consensus, et alors de l'ensemble des spécialistes, y compris le professeur Raoult, aujourd'hui, il est clair que le vaccin
réduit d'un facteur 10 le risque d'hospitalisation, de forme sévère et de décès. Il réduit aussi, ça c'est une étude du Collège impérial de Londres sur 700 000 personnes qui a montré qu'il diminue par 3 le risque de transmission. Donc on diminue par 10 le risque d'hospitalisation, de forme sévère et de décès, on diminue par 3 le risque de contagion. Donc ça permet de restreindre la circulation du virus. Et il faut restreindre la circulation du virus, ça c'est ce que disent tous les virologues, parce que plus le virus circule, plus il se multiplie, plus il y a des variants. Alors par rapport à la question posée, ce qu'on sait, c'est que les vaccins actuels sont efficaces, y compris contre le virus Delta, et on en a malheureusement l'illustration. Si on regarde ce qui se passe à La Réunion aujourd'hui, c'est plus de 50% de la population. Oui, et j'ai vérifié, les chiffres, ils sont 2 fois plus vaccinés que nous et ils ont 2 fois moins d'hospitalisation que nous. C'est quand même, j'ai vu. Ce sont des données malheureusement objectives. Voilà. Maintenant, il y a tout un suivi. La science évolue. Il y aura peut-être à un moment donné des adaptations à réaliser, mais c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Gordien. Aussi, ce sont les rappels. Et si on prend l'exemple du virus de la grippe, eh bien, il y a des rappels qui sont nécessaires. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a une deuxième question. Bonsoir. Oui, allô ? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. J'appelle de Métropole. Voilà, je m'appelle Jeanne et justement, je suis en train d'écouter parce que je viens de prendre juste à l'instant votre émission. Voilà. Et donc, je suis très embêtée parce que je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Je veux que quelqu'un m'explique parce que entre les virologues, les infectiologues et les médecins et tous les pharmaciens, je ne comprends pas. J'aurais souhaité qu'on dise la vérité aux habitants de l'île, de savoir justement ce qui se passe, parce que entre les discours que j'entends ici, présentement ici, et le discours qui se passe en métropole, parce que justement, je ne comprends pas. On nous dit que la 4e vague se calme ici, et quand j'entends ce qui se passe dans mon pays, en Guadeloupe, je ne comprends pas. Je suis très inquiète parce que je me dis il y a quelque chose qui n'est pas justement dit clairement, quelque chose qui n'est pas dit clairement aux habitants. Donc quand je vois les compatriotes, en fin de compte, qui sont médecins, qui sont virologues, racontent ce qui se passe, ce qui se dit, voilà, qu'ils disent que les variants sont contagieux, que les variants sont ceci, je veux bien. Mais je voudrais quand même qu'on dise la vérité aux gens et qu'on dise pas aux gens que la seule solution, c'est de vacciner. De vacciner. Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a quand même des traitements qui existent, je le dis grandement, que des traitements existent dans plusieurs pays. Ça, les traitements ont fait leurs preuves. Et je voudrais quand même qu'on n'arrive pas à dire aux gens, qu'on n'arrête pas à dire aux gens qu'il y a que je ne suis pas médecin du tout. Mais je voudrais quand même que ce discours ne contamine pas le peuple et qu'on envoie le peuple carrément à se faire vacciner obligatoirement. Parce que je pense que ces vaccins sont en phase d'essai et qui ne sont pas du tout encore sur le marché, qui sont en phase d'essai. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il ne faut pas pousser les gens, il faut quand même laisser les gens libres choix de se vacciner ou pas, et ne pas dire que c'est la seule solution. Et là, je suis en train de regarder, je suis malheureuse de voir que mon peuple aux Antilles, que le peuple aux Antilles meurt, qu'il y a au moins au moins 260 personnes qui sont mortes aux Antilles, dans un petit pays comme ça, meurent chaque jour. Et je suis peinée, je pleure tout le temps. Et je pleure tout le temps parce que je ne comprends pas.
Je suis malheureuse, je ne comprends pas. Et je veux qu'on dise la vérité au peuple, qu'on ne veut je suis désolée qu'on demande à notre peuple de se vacciner obligatoirement et qu'à ce moment-là, qu'on les envoie justement à la mort sans traitement, avec un Doliprane, sans traitement, sans rien du tout. Je suis désolée. Quand je vois que ce monsieur, que notre enfant, ce monsieur qui est docteur à Avicenne, que je connais très bien, parce que j'habite à Paris, et je connais très bien, qui dit justement qu'il n'y a que le vaccin, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Je suis désolée de voir ça. Je suis peinée de voir ça et je pleure tout le temps pour mon peuple. Je pleure tout le temps de voir ces morts parmi mes peuples et mon peuple, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je suis outrée d'entendre que le vaccin, et quand on dit que la 4e vague, ici, on n'entend plus parler, et quand je vois ce qui se passe aux Antilles, il faut m'expliquer, je suis devant ma télé, et là, je me demande une explication très claire. Alors, merci madame, on vous a entendu, je vais vous couper parce que là, il faut des questions très courtes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous comprenez que les gens ont peur de la vaccination parce qu'ils estiment que les vaccins ne sont pas finis? Et par rapport au traitement, est-ce qu'il y a des traitements? Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens, par exemple, qui sont malades du Covid chez eux, peuvent faire quelque chose, par exemple prendre un mix entre anti-inflammateur, antioxydant, pour éviter de tomber en réanimation, justement? Écoutez, ce que je peux dire, moi, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, les virus, ce sont des êtres très particuliers. Ils ne peuvent pas se développer tout seuls. Ils ont besoin de l'homme ou d'un animal ou d'une plante pour pouvoir se développer, pour prendre les éléments. Je comprends, madame, votre émotion. Hein. C'est ça qui m'empêche de dormir depuis plusieurs mois, qui a fait qu'on a pris une initiative avec plusieurs collègues, et les collègues sur place, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et puis tous les collègues que nous avons pu mobiliser en région parisienne et ailleurs, pour justement apporter un petit peu de connaissances, en tout cas ce que nous connaissons sur ces questions de virus. Donc, en fait, au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le virus, il va s'adapter chez vous, il va se développer chez vous, mais il va faire plein de dégâts chez vous. Et c'est ce que vous avez vous-même dit, les gens meurent tous les jours en Guadeloupe. Il n'y a pas un jour où on ne m'appelle pas pour me dire « Ah, Bouga, on l'a mort ». Il n'y a pas un jour où on ne m'appelle pas pour me dire « Ah, mais Bouga, notre cousine est morte là, sa fille est en réanimation, elle est sortie de réanimation ». Donc la question, c'est une fois qu'on a dit ça, on regarde ce que font les autres personnes sur la Terre. On n'est pas tout seul sur la Terre. Et nous, justement, on a la chance de pouvoir avoir accès à toutes les études que les gens font. On peut appeler directement des collègues. Je peux appeler des collègues en Écosse, à Hollande, en Allemagne, pour demander qu'est-ce que vous faites en Afrique. J'ai beaucoup de collègues africains, j'ai des anciens élèves à moi qui travaillent en Afrique. On peut les appeler. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que on peut, une fois qu'on a le virus, effectivement utiliser des moyens. Georges Dos Santos tout à l'heure a parlé d'anticorps monoclonaux. Mais il faut que vous sachiez que maintenant, on sait très bien qu'il faut maintenant mélanger 2 anticorps monoclonaux pour que ça ait beaucoup plus d'effet. Ça ne va pas à tout le monde et ça ne fonctionne pas sur tous les variants. Et quand on vient après 5 jours, ce n'est pas bon. Ouais. C'est trop tard, d'accord? Et les gens, quand ils ont une maladie à la maison, ils disent, bon, on prend un petit temps là toujours, on peut voir après. Et quand le après est un petit peu trop tard pour les anticorps monoclonaux, et le après, quand on est obèse et quand on est hypertendu, eh bien, ça devient très compliqué après. Donc, c'est un peu ça le problème. Et donc, quand on dit à madame, à l'auditrice qu'il faut se vacciner, mais on dit ça parce qu'on sait que quand on a les anticorps, on sait notre corps sait se battre contre le virus, il va bloquer le virus. On ne fera pas de forme grave. C'est mathématique. C'est-à-dire que tous les pays où on a vacciné, le virus a reculé. Tous les pays où on n'a pas vacciné, non seulement le virus s'est développé, mais des mutants se développent et qui peuvent être peut-être plus dangereux que le virus initial. On est dans une course contre la montre avec cette maladie, avec ce virus. Il faut faire en sorte effectivement de pouvoir le bloquer le plus vite possible. C'est ça qui est l'enjeu. Alors bien sûr, on m'a dit oui, mais on peut être infecté. Mais j'ai expliqué tout à l'heure,
Rapidement, parce qu'on va prendre un dernier appel vite fait. Bien sûr, le vaccin est efficace, on a dit à plus de 90%, un peu moins sur les variants, mais si un autre variant sera encore un peu moins, et heureusement justement qu'on a la technologie ARN que l'on maîtrise depuis maintenant plus de 20 ans. On peut en moins de 6 mois faire des doses pour toute la planète. On maîtrise la technologie depuis longtemps. Mais comme personne ne voulait miser là-dessus, là, ça ne s'est pas développé plus vite. Mais maintenant, je vous dis, il y a des vaccins contre le sida, contre Ebola, contre la grippe, avec cette technologie révolutionnaire. Et s'il y a une bonne chose que ce virus a faite, c'est créer l'hygiène de plus en plus importante, et deuxièmement, faire une révolution scientifique et technologique. Oui, pour le vaccin contre le sida, je reviendrai après dessus. Alors, on a un dernier appel très rapide. Désolé, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'aurais plusieurs questions, effectivement, notamment pour le docteur Gordien, puisqu'il a l'air assez pédagogue quand même. Ce serait de savoir exactement si le variant Delta est plus mortel, puisque les données internationales ne font pas ce genre de remontée. Mais visiblement, pour les cas aux Antilles, ce serait le cas. On aimerait bien avoir l'explication, s'il y en a une qui soit rationnelle. Et ensuite, on a l'impression effectivement que quand on écoute les discours, le vaccin, c'est la solution parfaite. Donc, il n'a aucun effet secondaire visiblement grave. Vous nous avez invités à aller regarder justement sur le site de la NSM. Et il y a une data qui remonte souvent et qu'on discrédite assez rapidement. Ce sont les 761 morts, par exemple, sur le vaccin Pfizer. Donc, il figure bien dans le tableau des effets secondaires indésirables graves. On a bien une ligne d'essai et on nous dit effectivement que ce n'est pas lié. Donc, comment ça se fait? Et au niveau européen, on parle de plusieurs dizaines de milliers de morts, visiblement, dues à la vaccination. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Alors, on va vous éclairer sur ça. Hein. La première chose à dire, c'est que le variant Delta, il s'est mieux adapté et il est beaucoup plus efficace pour infecter les gens. Les gens qui ont été vaccinés. Moi, j'ai été vacciné, vous voyez, sous la diapo qui est derrière moi, le 5 janvier. Donc, j'étais parmi les tout premiers. Et c'était à l'époque le vaccin alpha le variant alpha qui était dominant. Voyez-vous? Mais malgré tout, hein, les anticorps que j'ai fait contre le variant alpha me protègent contre ce variant delta. Parce que j'ai des anticorps déjà. En revanche, une population qui n'est pas vaccinée et qui n'est pas protégée par conséquent, comme le variant Delta il se développe mieux, eh bien, il va se développer tout à fait normalement, et en particulier chez des gens qui ont des comorbidités comme chez nous. C'est ce qui explique que nos populations sont plus touchées. Un virus beaucoup plus actif, parce qu'il s'est adapté à l'homme, et une population qui est vierge de vaccination, en tout cas qui est vierge de protection. Ce sont deux conditions qui font que ça a flambé chez nous, en Guadeloupe et en Martinique. Et ça a flambé moins là où on a fait une politique vaccinale. Donc, vous voyez que c'est ça la logique que je peux vous expliquer. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à l'émission de ce soir. Demain, on va parler des traitements du patient Covid et vous allez voir, on aura avec nous le professeur Olivier Hermine, qui est quand même une grosse pointure dans le domaine, et c'est lui qui a réussi à prouver, alors ça a été difficile pour lui, que la tocilizumab fonctionnait contre le Covid, et d'ailleurs, les autorisations sont en train d'arriver maintenant. Ça fait 3 mois qu'on l'utilise en Guadeloupe, mais ça n'a pas été évident pour lui de prouver que cet anticorps, c'est un anticorps monoclonal, a quand même, alors on y va doucement parce que comme je disais tout à l'heure, ça ne fonctionne pas sur tout le monde et tout le temps, mais ça a quand même quelques bons effets positifs sur certaines personnes. On en parlera demain. Bonne soirée à vous tous, bon courage, au revoir.